Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais donc poursuivre aujourd'hui le questionnement que nous avions commencé il y a une quinzaine de jours et qui consistait à se demander pourquoi il était utile d'enseigner la grammaire dans un apprentissage du français, qu'il s'agisse d'un apprentissage en français langue étrangère ou un apprentissage en français langue maternelle, bon, bien qu'évidemment il y ait des différences entre les deux situations. Et puis donc nous avions vu qu'au fond, on n'a pas de réponse scientifique pour ce genre de choses. Mais enfin c'est comme ça, dans la vie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de situations dans lesquelles on est obligé de prendre des décisions sans pour autant avoir une réponse scientifique. L'idéal de la science n'est pas accessible dans tous les cas. Je ne sais pas, pour penser à quelque chose d'aussi quotidien d'aussi banal pour l'être humain que l'amour. Eh bien, l'amour, on est obligé de prendre des décisions sans avoir des réponses scientifiques dans ce genre de situation. Bon. Donc, c'est un peu comme ça pour la grammaire, d'une certaine façon. On a des indices, on se doute, pour certaines personnes se doutent que ça sert à quelque chose. Et donc, dans ce cas-là, on prend la décision de faire de la grammaire, mais alors à ce moment-là, il faut quand même se poser des questions pour savoir quelle est la meilleure manière de le faire. Alors, on a vu la dernière fois quels étaient donc les principaux textes officiels qui permettaient de cadrer un peu dans l'ensemble de la description linguistique du français les éléments qui sont traditionnellement considérés comme faisant partie de l'enseignement de la grammaire. Donc on avait vu que ça dégageait un certain nombre de notions, pas beaucoup, une trentaine de notions, ce qui franchement est très très peu. Sur tout l'apprentissage scolaire, maîtriser ces 30 notions, ça semble tout au moins très peu. Mais chaque notion est peut-être un petit peu compliquée, mais pas forcément. Je veux dire, tout dépend comment vous la définissez, comment vous restreignez ou pas son utilisation. Ça, c'est un point extrêmement important sur lequel je vais insister aujourd'hui. Pensez à n'importe quelle autre matière scolaire, l'histoire, la géographie, les mathématiques. Dans toute la scolarité, on n'enseigne pas que 30 notions. Bon. Là, en grammaire, on a 30 notions à enseigner, et ce qui semble complètement fou, c'est que la plupart du temps, en tout cas dans le cas particulier du français langue maternelle, au bout d'une dizaine d'années d'apprentissage, les élèves ne savent rien. Ils ne sont pas capables de distinguer clairement une conjonction d'une préposition, par exemple. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet enseignement, indépendamment du choix des notions à enseigner. En fait, il y a deux problèmes ici. Il y a comment est-ce qu'on prélève ces notions sur l'ensemble immense des possibilités de description linguistique du français. Parce que vous vous doutez, je ne sais pas, il existe des thèses entières sur l'article en français, sur le, un, des, etc. Alors, évidemment qu'on ne va pas enseigner l'article à ce degré de sophistication à l'école primaire ou dans un apprentissage de français langue étrangère. Donc la question se pose de savoir quelles sont les notions qu'on va sélectionner, qu'on va prélever, qui vont faire vraiment l'objet d'un apprentissage. Alors ça, ce qui détermine un petit peu cela, c'est quand même, il faut le dire, une sorte de tradition des habitudes scolaires qui peuvent varier d'un pays à l'autre, bien sûr, mais il n'y a pas toujours de véritable justification scientifique, réelle, pour qu'on s'intéresse à ces questions-là plutôt qu'à d'autres. Alors, il y a quand même globalement une justification, puisque ce sont des notions de base, mais dans le détail, on verra, le fait, par exemple, que le verbe ou d'autres parties, les adverbes n'ont pas vraiment de fonction dans la tradition grammaticale, il y a des trous, en quelque sorte, dans la tradition grammaticale, qui ne se justifient pas autrement que par des habitudes qui sont répétées de génération en génération, parce que cet enseignement, il s'inscrit dans une histoire.
Et puis, il y a, c'est ce qu'on va voir à partir de maintenant, les apports scientifiques. Qu'est-ce que peut apporter la linguistique pour mieux comprendre cette question de l'enseignement de la grammaire? Alors, on va voir les 3 points suivants. Une chose qui était très évidente quand on consultait les textes officiels, c'est que quand on décrit ce que doit savoir faire un élève quand on lui enseigne de la grammaire, il y a un terme qui revient toujours, c'est la notion d'identification. Hein, identifier des natures de mots, des fonctions, etc. Donc il faudra s'interroger sur ce que signifie précisément cette idée d'identification. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, identifier? Qu'est-ce que ça suppose comme aptitude cognitive ou comme processus cognitif? Ensuite, nous avions remarqué également, il y a 15 jours, que les instructions insistent sur le fait qu'on essaie de faire percevoir le système de la langue. Hein. Alors, je vous l'avais peut-être déjà signalé, mais la question qui se pose, c'est de savoir le système de la langue. Forcément, pas le système dans son entier. Hein. Ça va être une partie ou une vision partielle du système que l'on va observer, mais toute la question est de savoir si les professeurs disposent de ce regard systématique, de cette vision d'ensemble sur les points grammaticaux. Ça, je pense que je vous l'avais déjà dit parce que c'est un point pour lequel j'ai vraiment une conviction forte, c'est que les déficits des enseignants en matière d'enseignement de la grammaire proviennent très largement du fait qu'ils ne disposent pas d'une vision d'ensemble. C'est-à-dire ils vont retenir, par exemple, une certaine définition de l'adjectif ou je ne sais quoi, mais ils ne vont pas voir comment la notion d'adjectif s'inscrit dans un cadre plus général du syntagme nominal, du groupe nominal, de la phrase, etc. Donc, cette question de la vision d'ensemble du système de la langue, elle est extrêmement importante. Et puis enfin, je vous dirai un mot de la terminologie dont on dispose depuis 2 ans maintenant, qui est la terminologie à recommander et à utiliser dans vos cours. Alors, en préambule, un tout petit rappel de l'histoire un petit peu tumultueuse, si vous voulez, des rapports entre linguistique et enseignement de la grammaire. Hein. On peut distinguer grosso modo 3 grandes périodes. Une première période qui va jusqu'au milieu du XXe siècle et qui se caractérise par le fait qu'il y a une dissociation complète entre les études linguistiques et l'enseignement de la grammaire. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la linguistique des langues, y compris donc le français, et puis de l'autre, la grammaire scolaire qu'on enseigne. Donc là, il y a des programmes d'enseignement, une façon d'enseigner qui est totalement dissociée des connaissances en linguistique. Pourquoi ? Tout simplement parce que la linguistique de l'époque est surtout une linguistique historique. Donc je reprends. La linguistique de cette période-là, grosso modo, est une linguistique diachronique qui s'intéresse aux parentés entre les langues, et en particulier, par exemple, à l'indo-européen, au fait de reconnaître que les langues, les langues sont organisées en familles de langues, et on essaie de regrouper les différentes familles de langues dans des familles plus générales, etc., etc. Donc ce sont des recherches qui, de toute façon, sont tellement techniques qu'elles n'ont aucun rapport, en réalité, avec ce qui s'enseigne dans les écoles. Alors voici ce que dit Chervel, qui est un des grands spécialistes français de l'histoire de l'enseignement de la grammaire et du français en général. La grammaire scolaire, donc, à l'époque, se donne comme une vérité absolue, et les concepts qu'elle met en place, du complément d'objet direct à la subordonnée circonstancielle, sont censés représenter des réalités objectives de la langue. Bon. D'ailleurs, il y a une sorte, selon Chervel, de naïveté des professeurs qui pensent que leur description coïncide vraiment avec la réalité de la langue, hein, sans avoir un regard forcément
très précis techniquement ou très informé d'un point de vue scientifique, disons. Alors, deuxième période, à partir de la fin des années 60, qui se justifie par le fait que la linguistique va évoluer vers une linguistique des langues modernes, en tout cas partiellement. Hein. Donc on développe une linguistique du français, de l'allemand, de l'anglais, de ce que vous voulez, ou de l'espagnol, qui s'intéresse à la description linguistique des langues modernes, actuelles. Hein. Et là, du coup, forcément, l'analyse linguistique rejoint l'enseignement de la grammaire. Alors, il y a en France, en 63, vous voyez, une commission assez connue, hein, qu'on appelle la commission Rouchette, et on tente ce qu'on appelle une rénovation de la grammaire, c'est-à-dire qu'on se rend compte que tout ce qui a été enseigné précédemment, enfin pas tout, mais une partie importante de ce qui était enseigné précédemment dans le cadre de la grammaire dite traditionnelle, scolaire, était quand même un peu faux. Hein. Il y a des choses qui n'étaient pas cohérentes. Donc, on va repenser l'enseignement de la grammaire à la lumière des apports de la linguistique, et ça va être un moment de changement et de bouleversement du savoir grammatical qui était hérité de génération en génération de professeurs. Et ce qui s'est passé, malheureusement, c'est que cette déstabilisation de ce qui était quand même malgré tout, hein, même si bien sûr il y avait forcément des variations, mais quand même il y avait une sorte de savoir grammatical élémentaire qui était transmis dans les écoles d'instituteurs et qui voilà, se transmettait de génération en génération. Eh bien, toutes ces connaissances vont être déstructurées et les professeurs, les instituteurs, ne vont plus savoir quoi enseigner. Ils ont toujours l'impression ils peuvent avoir l'impression que ce qu'ils vont enseigner risque d'être faux. Ils perdent complètement leur certitude d'une certaine façon. Bon, dans certains cas, on va essayer d'appliquer des choses très modernes à l'enseignement de la grammaire, par exemple, les arbres de Chomsky, enseigner à partir de ça, enseigner la grammaire à l'école à partir de ça, ce qui a été un échec, évidemment. Donc, si vous voulez, ce moment où on a voulu, c'était plein de bonne volonté, hein, faire se rejoindre, enfin, disons, enrichir, améliorer la qualité de la description de la grammaire scolaire, le moment où on a voulu faire ça à la lumière de la linguistique, ça a eu, au fond, un résultat un peu catastrophique, c'est-à-dire qu'on a perdu un stock de connaissances qui était disponible et qui semblait fiable pour les professeurs. Alors, on n'a jamais retrouvé, au fond, une stabilité. Alors peut-être que cette stabilité antérieure aux années 60, elle est un peu mythique, mais je ne pense pas quand même. On n'a jamais vraiment retrouvé cette stabilité et à partir des années 80, on garde une certaine méfiance à l'égard des apports de la linguistique, en se disant de toute façon ça va être trop compliqué, donc autant ne plus en tenir compte. Ce qui s'est passé également, c'est que comme les professeurs étaient mal à l'aise pour enseigner de la grammaire, on leur enseignait de moins en moins. Hein. Et on s'est mis à cesser de faire des leçons de grammaire pour simplement dire, bon, on va faire des petites remarques grammaticales quand on va étudier un texte. Mais on ne va plus faire des leçons de grammaire. Alors forcément, l'enseignement, enfin les connaissances grammaticales des élèves ont décliné peu à peu, et puis elles se sont totalement déstructurées. En 96, il y a eu un changement, il y a eu un changement lié à un changement ministériel antérieur, enfin un changement de gouvernement, et on a beaucoup introduit l'analyse du discours. On s'est intéressé donc au discours en disant que la grammaire devait être au service des textes et des discours, à la compréhension des textes et des discours. Et là, on a du coup renforcé cette idée qu'on ne faisait pas de la grammaire pour faire de la grammaire,
mais que faire de la grammaire, ça ne devait servir que comme une sorte d'annexe pour analyser les discours, comprendre les textes et les discours. Donc là aussi, c'est une tendance qui, dans la pratique, si vous voulez, dans les conseils qui étaient donnés pour l'enseignement, aussi bien, enfin surtout pour le français langue maternelle, on conseillait aux professeurs, les inspecteurs conseillaient aux professeurs de ne jamais faire des leçons de grammaire, mais plutôt de faire des remarques grammaticales à l'occasion d'un texte. Par exemple, vous avez un texte descriptif, bon, bah, on va étudier, par exemple, l'imparfait dans la description ou l'imparfait, le jeu de l'imparfait du passé simple dans un récit, etc. Hein. Ou alors les emplois génériques des déterminants dans un discours un peu philosophique. Des choses liées au sens du texte, mais qui en fait ne sont jamais structurées avec d'autres. Donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire au sujet du système et donc de la perception d'ensemble du système de la langue, c'est évident que avec des méthodes d'enseignement de ce type, on l'a complètement perdu. Alors parallèlement, s'est développé un intérêt pour la didactique, c'est-à-dire pour les méthodes d'enseignement, qui a fait que, ça vous connaissez cela en FLE, hein, qui a fait qu'on s'est de plus en plus, là aussi, méfié de l'enseignement de la grammaire, en considérant qu'au fond c'était quelque chose de très artificiel et que ça ne servait à rien pour l'enseignement de la langue, que ce qui était important c'était plutôt les aspects communicatifs, etc. Bon, c'est du côté du français langue étrangère, cet impact de la dimension purement didactique dans l'enseignement des langues a aussi fait beaucoup de mal à l'enseignement de la grammaire et à l'intérêt pour l'enseignement de la grammaire. Alors, aujourd'hui, on est dans une situation, si vous voulez, un peu plus stabilisée. Disons que les linguistes et la grammaire scolaire se sont un peu rejoints quand même, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une possibilité de décrire les notions de base de la grammaire scolaire du point de vue des linguistes qui soit à peu près cohérente avec ce qui s'enseigne. Je dis à peu près, mais il n'y a pas de grande différence. Hein. On peut se mettre d'accord sur un stock de connaissances dont on sait qu'elles sont fiables du point de vue linguistique et enseignables du point de vue de l'enseignement de la grammaire. Alors, il reste bien sûr des grandes tendances, des didacticiens qui vont dire que ça ne sert à rien d'enseigner de la grammaire, etc., etc. Mais malgré tout, on est dans une situation plus stabilisée qui permet d'espérer qu'on puisse reconstruire chez les professeurs, chez toutes les personnes qui apprennent le français. Bon, ce que je dis là vaut surtout pour le français, mais peut-être pour d'autres langues, mais il faut être prudent parce que les structures des langues sont très différentes et au fond, l'impact de l'enseignement grammatical va être différent d'une langue à l'autre. Mais en tout cas, l'argument que je défends vaut uniquement pour le français. Donc aujourd'hui, les conditions sont plutôt réunies pour qu'on puisse espérer un enseignement sérieux de la grammaire. Alors, première question donc, que signifie exactement identifier une forme grammaticale? Alors je prends une phrase aussi simple que possible, l'abîme appelle l'abîme, donc une expression qui est figurée, l'abîme appelle l'abîme, c'est-à-dire qu'une faute peut en entraîne une autre. Alors pourquoi je donne cet exemple? Parce qu'il existe ici en latin, évidemment, c'est l'adaptation en français d'une formule latine. Et vous voyez on voit bien qu'en latin, cette phrase du français l'abîme appelle l'abîme peut se dire de deux façons. Abussus abyssum invocat, ou bien abussus evocat abussum. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que, là il se trouve que c'est le même mot qui est sujet et qui est complément du verbe évoquer ou appeler. Mais on voit que l'ordre des mots n'a pas d'importance. Ce qui compte, ça va être la déclinaison qui va nous dire
si le mot est sujet ou le mot est objet. Hein. Ici, je vois que abyssus est sujet, ici, il est objet. Mais en français, vous n'avez plus la déclinaison qui existait en latin. Hein. Donc, puisque vous n'avez plus la déclinaison, vous n'avez plus la morphologie comme repère, eh bien, ça va être forcément la syntaxe qui va donner toutes les informations. Vous savez que abîme est sujet parce qu'il est placé avant le verbe. Vous savez que le deuxième abîme est objet parce qu'il est placé après le verbe. C'est ce que disait Guillaume, Gustave Guillaume, un linguiste, un des plus grands linguistes français dont je vous reparlerai peut-être au sujet du verbe. Une langue a la syntaxe de sa morphologie. C'est-à-dire, si une langue comme le latin, par exemple, a une morphologie très développée, elle n'a pas besoin d'avoir une syntaxe très développée. La morphologie suffit pour qu'on comprenne les relations entre les mots. Mais si vous avez une morphologie peu développée, il faut une syntaxe beaucoup plus développée. C'est ce qui se passe en français. En français, la morphologie est très pauvre, et du coup, c'est la syntaxe qui joue un rôle fondamental. Et comme la syntaxe, c'est le cœur de l'enseignement de la grammaire, ça montre qu'en français, si vous voulez, la grammaire est importante. Alors, à partir de cette phrase, qu'est-ce que, dans une perspective d'enseignement de la grammaire, qu'est-ce qu'on pourrait chercher à identifier? Alors, il y a d'abord, on pourrait identifier les parties du discours, comme le nom, hein, le fait que abîme, dans les deux cas, soit un nom. De la même manière, on pourrait chercher à identifier appel pour dire que c'est un verbe. Mais, et puis de la même manière, oui, les déterminants, hein, article défini le, qui apparaît deux fois dans le groupe nominal sujet et dans le groupe nominal objet. Mais on a aussi les structures, c'est-à-dire non seulement les mots à analyser et à comprendre, mais aussi les groupes de mots. Hein. C'est-à-dire ici, le groupe nominal, l'abîme en position sujet ou en position objet, et puis le groupe verbal, appelle l'abîme. Ensuite, il y a les fonctions. Hein. L'abîme, fonction sujet, le premier, le deuxième, fonction COD. Et puis on a l'ensemble de la structure phrase. D'accord ? Donc, vous voyez que à partir d'une toute petite phrase comme ça, qui comporte 3 mots lexicaux, dont 2 qui sont identiques, et puis, disons, cette phrase, elle contient 3 mots différents. Hein. Il y a l'article le, il y a le mot abîme et il y a appel. Et à partir de ces 3 mots différents, dont certains sont répétés, vous voyez le nombre de choses qu'on peut identifier. On a commencé le nom, le verbe, l'article, le groupe nominal, le groupe verbal, le sujet, le COD et la phrase. Ça fait 8 choses possibles à identifier à partir de cette phrase. Or, identifier, en quoi ça a consisté? Quand je dis, par exemple, appel, c'est un verbe, ou alors quand je dis l'abîme, c'est un groupe nominal. Eh bien, identifier, ça signifie ni plus ni moins que catégoriser, c'est-à-dire mettre dans la catégorie de. Quand j'identifie appel comme un verbe, identifier appeler comme un verbe, ça signifie catégoriser appeler, c'est-à-dire mettre ce mot dans la catégorie des verbes. Quand je dis que l'abîme ici est un groupe nominal, j'ai catégorisé cette suite de mots, l'abîme, comme un groupe nominal. Je l'ai mis dans la catégorie du groupe nominal. Quand je dis que appelle l'abîme est un groupe verbal, je mets appelle l'abîme dans la catégorie des groupes verbaux. Donc en fait, si on regarde les choses de près, cette notion d'identification, elle renvoie à la notion de catégorisation en fait. Hein, identifier des formes grammaticales, que ce soit des natures ou des fonctions, c'est plus précisément, parce qu'identifier, dire ce que c'est, d'accord, mais quand on dit que quelque chose est un nom, un verbe, en réalité, du point de vue cognitif, on effectue une opération de catégorisation. Or, cette notion de catégorisation, eh bien, elle a un contenu en sciences cognitives, on sait ce que ça veut dire catégoriser. Catégoriser, voici une définition un peu générale, c'est traiter un ensemble de choses comme équivalentes.
Ah, vous voyez, c'est une citation qui vient d'un livre de Anne Reboul. Traiter les choses comme équivalentes, les mettre dans le même tas, les appeler par le même nom, y répondre de la même façon. Donc, dès qu'on nomme quelque chose, on le catégorise. Cette aptitude à la catégorisation, je veux dire, il y a une catégorisation sur toutes sortes de plans chez l'être humain. Il y a une catégorisation perceptive, visuelle, auditive, etc. Et c'est une sorte de processus cognitif absolument impératif. Vous ne pouvez pas ne pas catégoriser. C'est-à-dire que quand vous voyez, par exemple, moi de mon point de vue ici, je vois plein d'ordinateurs, je ne peux pas ne pas mettre tous ces objets dans la classe des ordinateurs. Vous voyez, je sais pas, des bouteilles, des gourdes, etc. Vous mettez ça automatiquement dans la catégorie des gourdes ou des bouteilles. Imaginez une créature qui n'aurait pas cette aptitude à la catégorisation. Elle verrait chaque objet comme singulier, absolument différent de tout autre, sans aucun rapport avec les autres. Et donc, deux chaises un peu différentes, elle ne les verrait pas comme deux chaises. Elle les verrait comme deux objets. Il y a un objet A, un objet B, mais je ne les catégorise pas, c'est-à-dire je ne vois que des singularités. Mais ça n'existe pas chez l'être humain. On n'arrive pas à voir que des singularités. Et on ne perçoit le monde qu'à travers des catégories. Nous catégorisons tous, les êtres, même les êtres, les choses, les gens, les personnes, les lieux, les musiques, tout ce que nous entendons et percevons, nous l'intégrons dans des catégories. Bon, eh bien, ceci vaut également pour la description grammaticale. Quand on fait de la description grammaticale, on catégorise. Alors, quand on essaie de comprendre de plus près ce que signifie, ce que présuppose cette notion de catégorisation, on se rend compte qu'en réalité, il existe deux modèles pour catégoriser. Il y a deux modélisations de façons, si vous voulez, de catégoriser, qui sont d'une part le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, et d'autre part la théorie du prototype. Alors, prenons la première. Le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, dans ce modèle, vous avez une catégorie qui est définie par, en fait, des propriétés communes aux membres de la catégorie. C'est-à-dire que la catégorie est fondée par le fait que tous les membres possèdent certaines propriétés en commun. Alors, par exemple, on prend la catégorie oiseau, qui est véhiculée par le nom oiseau. Et vous la définissez par deux éléments. Un oiseau, c'est un vertébré, comme un chien, ou comme un être humain, à plumes. Donc il y a deux propriétés, vertébré et à plumes. Et en fait, ça marche dans les deux sens. Tout être qui est vertébré et qui a des plumes est un oiseau. Et inversement, si vous prenez un oiseau, vous savez que si on vous dit que c'est un oiseau, forcément il est vertébré et il a des plumes. C'est ce qu'on appelle des conditions nécessaires et suffisantes. Donc, autrement dit, si on vous montre un animal bizarre, vous ne savez pas trop ce que c'est, et on vous dit que c'est un oiseau, eh bien vous savez, vous pouvez en déduire automatiquement, si on vous dit que c'est un oiseau, qu'il est vertébré et qu'il a des plumes. Et inversement, voilà, si vous voyez un animal que vous ne connaissez pas, mais on vous dit vous remarquez qu'il est vertébré et qu'il a des plumes, vous le mettez dans la catégorie oiseau. Alors, c'est sur ce genre de modèles que sont faites les classifications scientifiques et même les classifications scolaires. Vous voyez, ici, c'est un classement des animaux avec... c'est la classification animale avec d'un côté la sous-catégorie des invertébrés, la catégorie des vertébrés, et puis vous voyez ici les vertébrés avec cette caractérisation donc
qui possède un squelette interne, et vous retrouvez l'oiseau avec la peau porte des plumes. Hein. Donc l'oiseau apparaît bien comme un vertébré à plumes, et il s'oppose comme ça clairement aux reptiles, aux amphibiens, aux poissons, etc. Donc, ce qui est caractéristique de ce modèle, qu'on appelle donc le modèle des conditions nécessaires et suffisantes ou le modèle aristotélicien de la catégorisation, c'est que les catégories ont des frontières strictement délimitées. Hein. Quand vous prenez le classement, là, vous avez des oiseaux, vous avez des reptiles, mais il n'y a pas d'animal qui serait intermédiaire. Hein. La catégorie est à des frontières nettes. Bon, une autre façon de dire un peu la même chose, c'est de dire que l'appartenance d'une entité particulière à une catégorie s'inscrit dans une logique du vrai et du faux. C'est-à-dire que si on vous dit, vous ne pouvez pas hésiter. C'est-à-dire si on vous dit tel animal est un oiseau, soit c'est vrai, soit c'est faux. C'est-à-dire soit effectivement il est vertébré à plumes, soit non. On ne peut pas dire il est un peu oiseau. D'accord ? Et puis, dernier point, tous les membres de la catégorie ont le même statut. C'est-à-dire, quand vous prenez un oiseau, un membre de la catégorie oiseau, il est ni plus ni moins oiseau qu'un autre membre de la catégorie. Tous les oiseaux sont oiseaux au même titre, puisqu'ils sont caractérisés par ces deux propriétés. Alors, c'est bien joli tout ça. C'est utile ce modèle, c'est même indispensable pour la classification scientifique, mais la question est de savoir si ça reflète notre façon naturelle de catégoriser. Tout à l'heure je disais que l'être humain ne peut pas s'empêcher de catégoriser spontanément. Hein. On ne vous apprend pas à catégoriser, ça se fait dans l'expérience de tout être humain. Hein. Il apprend à catégoriser en vivant dans un certain monde. Donc, est-ce que ce modèle de la classification scientifique reflète notre façon naturelle de catégoriser ? Et pourquoi on se pose cette question ? Parce que les langues telles qu'elles ont évolué sont le résultat de processus, évidemment, qui ne sont pas des processus artificiels, qui sont des processus naturels. Donc, les langues catégorisent forcément d'une façon proche de la façon naturelle qu'a l'homme ou l'être humain de catégoriser. Alors, ce qu'on remarque, en fait, très facilement, hein, c'est que dans la catégorisation ordinaire, usuelle, eh bien, les frontières des catégories ne sont pas très nettes. Hein. Bon, prenez l'exemple des meubles. Bon, vous n'aurez pas de problème pour dire qu'une chaise est un meuble, une table est un meuble. Bon, on a l'impression que la catégorie meuble, on la maîtrise bien. D'accord ? On sait ce qui est un meuble et ce qui n'est pas un meuble. Mais, prenez une lampe, est-ce que c'est un meuble ? Un abat-jour d'une lampe. Est-ce que vous allez mettre ça dans la catégorie des meubles ? Un piano, est-ce que c'est un meuble, un piano ? Alors vous allez le mettre plutôt dans la catégorie peut-être instrument de musique, mais pour un déménageur par exemple, qui ne fait pas de musique, le piano va être un meuble comme un autre pour lui. Hein. Donc quand on commence à réfléchir de près, on se rend compte que c'est pas si clair la frontière de la catégorie meuble. Puis c'est encore plus évident avec la catégorie des vêtements. Hein. Le vêtement, c'est évident, la catégorie vêtements, il y a des cas dans lesquels on ne va pas hésiter. Une veste, un pantalon, une chemise, une robe, etc. Tout ça, ce sont des vêtements. Mais bon, est-ce que une ceinture est un vêtement ? Est-ce que des lacets de chaussures sont un vêtement ? On voit bien que les vendeurs de vêtements ont trouvé une solution, hein, puisque maintenant, avec les ventes par Internet, on est obligé d'avoir des catégorisations qui sont très efficaces. Hein. Je veux dire, tous les systèmes de vente par Internet reposent sur une certaine forme de catégorisation. Donc, vous connaissez, hein, tout ce qui n'est pas dans la catégorie normale de vêtements, on met ça dans accessoires. Hein.
accessoire. Alors bon, c'est un fourre-tout, il peut y avoir tout ce qu'on veut, mais on sent que c'est dans les vêtements. C'est-à-dire que si vous voulez acheter une ceinture, vous allez dans un magasin dit de vêtements. Vous n'allez pas aller, je sais pas moi, dans une épicerie ou à la Fnac ou je ne sais. Bon, cela dit, à la Fnac maintenant on trouve tellement de choses. Bref, donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a, c'est mon deuxième point là, des membres de la catégorie qui sont plus représentatifs de la catégorie que d'autres. C'est-à-dire quand vous prenez la catégorie des vêtements, une chemise, une veste, un pantalon sont plus représentatifs de la catégorie vêtements qu'une ceinture, par exemple. Je veux dire, si vous demandez à quelqu'un, tiens, dis-moi au hasard un vêtement, un nom de vêtement, il est pratiquement... Enfin, il faut être vraiment très bizarre comme personne pour sortir ceinture ou lacet de chaussure. Hein. Si on vous demande, dis-moi tout de suite un nom de vêtement, vous allez dire, je sais pas, chemise, pantalon, un truc comme ça. D'accord ? Donc, on voit bien que dans la catégorisation naturelle, tous les membres de la catégorie n'ont pas le même statut. Il y a certains vêtements qui sont plus vêtements que d'autres. Il y a certains meubles qui sont plus meubles que d'autres. Et c'est cela qui a amené à la théorie du prototype. Alors la théorie du prototype, elle est fondée sur deux idées, mais on ne va développer que la première parce que la deuxième n'est pas pertinente pour notre propos. L'idée fondamentale et qui est très utile pour l'enseignement de la grammaire, c'est la notion de prototype. Et cette notion de prototype, elle vient donc de cette idée que les catégories fonctionnent avec des prototypes. C'est-à-dire que tous les membres ne sont pas équivalents, et il y a des prototypes de la catégorie, c'est-à-dire les membres très représentatifs de la catégorie, et des membres plus secondairement représentatifs de la catégorie. C'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, un abat-jour ou même une télévision, c'est moins représentatif de la catégorie meuble qu'une table ou une chaise, ou un canapé. Donc, vous voyez, vous pouvez deviner pourquoi on s'interroge sur cela, parce qu'en grammaire, la question va être un peu la même. Si on doit enseigner une notion, comme le verbe, l'adjectif, on va quand même essayer de donner comme exemple des prototypes de la catégorie, c'est-à-dire des exemplaires bien représentatifs de la catégorie, et pas des choses qui sont secondaires dans la catégorie. Bien. Alors, la notion de niveau de base, ce deuxième point, je ne vais pas en parler, mais c'est l'idée, je vous le dis, résume en un mot, que quand on nomme un objet, vous voyez, par exemple, prenez un chien, vous voyez un chien dans la rue. En fait, il y a des centaines de façons, enfin des centaines peut-être pas, mais il y a de très nombreuses façons de nommer cet objet, cet être. Vous pouvez dire c'est un chien. Vous pouvez dire c'est un teckel. Vous pouvez dire c'est un teckel de telle race, etc., etc. Vous pouvez être très précis dans la dénomination. Mais vous pouvez être plus général. Vous pouvez dire c'est un animal, c'est un vertébré, c'est un être vivant, etc. Donc vous voyez que quand vous avez une chose à désigner, les noms pour la désigner peuvent varier en généralité ou en spécificité. Vous pouvez dire ceci est un ordinateur, mais vous pouvez dire c'est un Asus, ou c'est un Asus 53 B12, ou alors vous pouvez dire c'est une machine, c'est une chose, c'est un truc. Bon. Or, ce qu'on a remarqué du point de vue cognitif, c'est que quand spontanément on nomme un objet, on choisit toujours un niveau, ni trop général, ni trop spécifique, qu'on appelle le niveau de base. C'est-à-dire que si vous montrez, par exemple, une image de teckel à des gens, une image je sais pas moi, une pomme, eh bien, et que vous montrez ces images et vous demandez aux personnes, dites-moi ce qu'il y a sur cette image. Bon
la personne, pour là où il y a le teckel, elle va dire c'est un chien. Elle ne va pas dire c'est un teckel, elle ne va pas dire c'est un animal. Spontanément, statistiquement, on remarque que les gens ils désignent d'abord avec ce niveau qui est le niveau de base. S'il y a une pomme sur l'image, la personne ne va jamais dire c'est un fruit. Elle va dire c'est une pomme. Elle ne va pas non plus dire c'est une pomme golden. Voilà. Donc c'est ça la notion de niveau de base, mais ça nous intéresse moins pour notre sujet. Alors, voilà des illustrations de cette notion de prototype. Le moineau, ou le robin en anglais, c'est, tout au moins dans certaines parties du monde, le prototype de la catégorie oiseau. C'est-à-dire que ce prototype, ça va être un exemple type qu'on a en tête, et quand on va se demander si tel animal est ou non un oiseau, on ne va pas se baser sur les propriétés, parce que ça, c'est trop rigide par rapport à notre catégorisation naturelle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier les membres de la catégorie par la proximité avec le prototype. Si la chose est similaire au prototype, elle est dans la catégorie. Et plus elle est similaire, plus elle est proche du prototype, plus elle est facile à identifier. Donc par exemple, à côté du moineau, disons, vous avez le toucan, la chouette, etc., qui sont des animaux un peu plus particuliers. Et puis ensuite, on s'éloigne de la catégorie avec le pingouin ou l'autruche, qui sont vraiment à la frontière de la catégorie. Même chose, si vous demandez à quelqu'un, dis-moi un nom d'oiseau qui te vient à l'esprit, trouvez-moi quelqu'un qui va dire pingouin, c'est quand même très bizarre. Donc, le pingouin ou l'autruche sont vraiment à la périphérie de la catégorie, mais pour la catégorisation naturelle. D'un point de vue scientifique, c'est exactement la même chose. Ce sont des vertébrés à plumes, du point de vue scientifique, tout est à plat, tout est sur le même plan. Mais du point de vue cognitif, pour un être humain, ça n'est pas sur le même plan du tout. Il y a un oiseau prototypique dans certaines parties du monde, qui peut varier selon l'endroit du monde où on se situe, et puis il y a des oiseaux beaucoup plus périphériques. Pourquoi le pingouin et l'autruche sont plus périphériques ? Oui, c'est une très bonne raison. Et il y a une autre raison qui est que tout simplement ce sont des oiseaux qui ne volent pas. Or, cette idée de voler, autant elle n'a aucun intérêt du point de vue de la description scientifique parce que ça ne fait pas partie des critères de classement. Mais pour un être humain lambda, un oiseau ça vole. Donc c'est naturel que les oiseaux qui ne volent pas soient moins oiseaux que les oiseaux qui volent dans la catégorisation naturelle. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, il y a quand même une catégorisation naturelle qui est différente de la catégorisation scientifique. Autre exemple du même genre, et qui correspond à des tests qui ont été faits, vous voyez, c'est ancien, ça date des années 70, tout ça, mais ce n'est pas encore assez bien connu, alors que ça joue un rôle, à mon avis, tout à fait fondamental. Je vous donnais l'exemple des meubles. Bon, il y a une expérience qui a été faite, il y a plusieurs types de possibilités. Soit on fait comme un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire vous prenez une centaine de personnes et vous leur dites écrivez le plus vite possible tous les noms de meubles qui vous viennent à l'esprit. Voilà, et les gens font des listes, et puis on compare les listes et on regarde ce qui vient en premier. Deuxième protocole expérimental, on donne des listes de mots à des gens et on leur demande de classer de 1 à 7 leur sentiment, enfin de dire sur une échelle de 1 à 7 si ces mots désignent des choses qui sont des meubles. Est-ce que c'est vraiment des meubles ? Alors, pour 7, ça veut dire que c'est vraiment clairement un meuble, donc ça c'est ce qui est au centre ici de la catégorie, la chaise, la table, etc. Et puis, les notes les plus basses vont être pour le réfrigérateur, la télévision, qui sont moins prototypiquement des meubles que la chaise, la table, etc. Donc vous voyez, cette notion de catégorie, elle joue un rôle important. Et en linguistique, par exemple, un verbe conjugué à un mode personnel, par exemple, je sais pas, un verbe conjugué à l'imparfait de l'indicatif, mais il est plus verbe qu'un verbe à l'infinitif. Parce qu'un verbe à l'infinitif, il fonctionne aussi comme nom, il peut fonctionner... donc, c'est moins prototypiquement un verbe que le verbe quand il est conjugué à un mode personnel. Bon. Alors, ce qu'on peut conclure de cette réflexion sur la catégorisation, c'est que la catégorisation naturelle,
Elle est prototypique, elle ne fonctionne pas sur un modèle de conditions nécessaires et suffisantes. Donc on va mettre quelque chose dans une catégorie en fonction de sa similarité avec le prototype. Donc rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, identifier des formes grammaticales, c'est mettre des formes grammaticales dans des catégories. Donc la réflexion qu'on a là sur la notion de catégorisation, elle vise à dire qu'on va pouvoir catégoriser, c'est-à-dire mettre les choses dans les catégories grammaticales en fonction d'un certain degré de similarité avec des prototypes. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, qu'il faut connaître les prototypes. Bon, au plan théorique, mais ça je passe, cette notion de catégorisation, en réalité, c'est une opération, une spécification d'une capacité cognitive humaine beaucoup plus générale, qui est l'analogie. En fait, nous sommes des machines à produire des analogies, à percevoir des analogies, et la catégorisation, c'est un des résultats du fonctionnement analogique. Mais ça, c'est un point théorique sur lequel je ne vais pas insister. Alors, quand on se place au niveau d'une grammaire explicite, alors attention, parce que là, du point de vue cognitif, il faut quand même clairement distinguer la grammaire explicite de la grammaire implicite. La grammaire explicite, c'est la grammaire qu'on enseigne, et donc ça décrit un niveau d'analyse qui est métalinguistique, d'accord ? La grammaire implicite, c'est la grammaire que manifestent spontanément les personnes qui parlent. Quelqu'un qui n'a par exemple jamais été à l'école, qu'il soit français ou espagnol, il va parler, il va s'exprimer. Et par exemple en français, je sais pas moi, il va dire l'ordinateur est sur la table, jamais il mettra par exemple l'article après le nom. Ordinateur le est sur table là. Personne n'a jamais fait ça en français spontanément. Bon. Donc ça veut dire que son système cognitif a reconnu que l'article se met toujours avant le nom. Mais cette personne, elle peut très bien ne même pas connaître le mot article, le mot nom, enfin, n'avoir absolument aucune connaissance grammaticale. Donc ça, c'est de la grammaire implicite. Les gens appliquent des règles grammaticales sans s'en rendre compte, en parlant une langue. C'est ça d'ailleurs qui est quand même assez mystérieux et extrêmement intéressant à étudier. Comment se fait-il que, aussi facilement, juste en apprenant une langue comme ça, sa propre langue maternelle, on met en œuvre des connaissances grammaticales, enfin des processus grammaticaux, alors qu'on n'a aucune connaissance. Bon, donc ça c'est la grammaire implicite ou grammaire interne, qui concerne le niveau de l'expression linguistique et puis un niveau qu'on appelle épilinguistique. Alors, le niveau épilinguistique, c'est différent du niveau métalinguistique. Le niveau métalinguistique, c'est vraiment une analyse grammaticale, mais qui est faite d'une manière rigoureuse, alors que ce qu'on appelle le niveau épilinguistique, c'est la grammaire spontanée que les gens peuvent avoir, c'est-à-dire l'opinion personnelle que des gens peuvent avoir sur ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, etc. Et qui peut être plus ou moins juste du point de vue grammatical, mais en tout cas, toute personne qui parle une langue a aussi une sorte de théorie spontanée sur la langue. Et ça, on ne peut pas l'éviter. D'ailleurs, ce qui parfois gêne des apprentissages, c'est justement les discordances qu'il peut y avoir entre les connaissances épilinguistiques dans la langue 1 par rapport aux structures de la langue 2 qui peuvent être évidemment très différentes. Alors, quand vous vous situez donc sur un plan, sur le plan métalinguistique, donc vous faites de la grammaire, vous enseignez la grammaire. Vous avez plusieurs solutions, 3 solutions principalement. Soit vous présentez les notions avec des définitions. Alors ça, c'est le modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Si vous dites la phrase commence par une majuscule et se termine par un point, vous faites une leçon de grammaire et vous dites aux élèves la phrase commence par une majuscule, se termine par un point.
vous voyez, c'est exactement comme l'oiseau est un vertébré à plumes. Hein, vous avez défini la notion grammaticale par deux propriétés. Et puis, vous allez faire des exercices, vous allez montrer aux élèves, là, il n'y a pas de point, donc c'est pas une phrase, ça ne se finit pas là. Là, il n'y a pas de majuscule, ça commence pas, la phrase ne commence pas là, d'accord? Donc ça va être votre définition, et si vous procédez de cette façon-là, vous procédez selon ce modèle des conditions nécessaires et suffisantes. Alors ça, c'est évidemment une façon de procéder qui est indispensable dans l'analyse linguistique, mais il n'est pas certain qu'elle soit indispensable en grammaire. Ensuite, il y a une autre façon de faire qui est de partir justement des prototypes, d'avoir des exemples. Vous allez, si vous enseignez la notion de phrase, la première chose que vous allez faire, vous allez montrer une phrase. Vous allez dire aux élèves, voilà, une phrase, c'est par exemple, le facteur distribue le courrier. Ça, c'est une phrase. Vous allez faire remarquer que ça commence par une majuscule, que ça finit par un point. Mais l'important, c'est que les élèves puissent retenir, quand on parle d'une phrase, on parle de ça. Hein, ça, c'est un exemple de phrase. C'est l'exemple type, simple, basique de la phrase. Et puis, il y a aussi une façon de présenter les notions par des structures. Hein. Ça, on verra que c'est utile aussi que la phrase soit définie, par exemple, par la combinaison d'un groupe nominal, d'un groupe verbal et d'un groupe circonstanciel. Alors, voyons un peu les inconvénients de cette première possibilité. Quand vous présentez, par exemple, la phrase comme commençant par une majuscule et se termine par un point, ça pose tout de suite des problèmes. Hein. Parce que d'abord, c'est plus compliqué que ça. C'est pas par un point. Il y a le point d'exclamation, le point d'interrogation. Bon, les deux points, c'est discutable. Les points de suspension, ça dépend aussi des situations. Donc, vous voyez, et ça, c'est un problème qu'on a tout le temps dans les définitions, c'est que, pour qu'elle soit juste, la définition, il faudrait la compléter. Et si on la complète, elle va devenir tellement compliquée que c'est inutilisable dans l'enseignement. Alors, quand vous prenez cette deuxième phrase, le théâtre de S. Beckett me passionne. Bon, d'accord, pour vous, vous donnez cet exemple en disant, voilà, c'est un exemple de phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Mais un élève un peu malin, il va vous dire, oui, mais Beckett me passionne, ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Donc c'est une phrase aussi. Et vous avez certaines définitions qui vous disent, la phrase, ça commence par une majuscule qui suit un point, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un point juste avant la majuscule. Là, il y a un point juste avant la majuscule même. Donc, si on applique bêtement cette définition, elle ne marche pas, de toute façon. Et puis, vous prenez ce dernier exemple qui vient d'un poème célèbre d'Apollinaire, Alcool. C'est un poème où il n'y a pas du tout de ponctuation. À la fin, tu es là de ce monde ancien, bergère au Tour Eiffel, le troupeau des ponts belle ce matin. Il n'y a même pas de point, il y a une majuscule au début. Il y a quoi? Il y a une seule phrase, là, il y en a deux. On voit que parfois, s'il n'y a pas de ponctuation, il y a quand même les structures de phrases. Donc je vous donne juste cet exemple pour vous montrer que c'est pas totalement inutile, les définitions. Mais si la définition est trop simple, elle est défaillante, elle va pas très bien marcher à certains moments. Et si on veut qu'elle soit juste, notre définition, eh bien, il faudra une définition trop technique, trop compliquée, qui prévoit tous les cas. Et évidemment que ce n'est pas le but. Il faut enseigner des choses simples et qui puissent donner, qui fassent en sorte que les élèves aient une perception et une aptitude à la catégorisation qui soit facilitée. Et ça suppose évidemment que les professeurs, eux, aient ce savoir avant. Évidemment. Alors, je vais prendre quelques exemples, mais je vois qu'il est déjà 9h10. Bon, on va faire 5 minutes de pause, on va aérer un petit peu, et puis on reprend avec les exemples que je vais vous donner juste après. Alors, je reprends donc en illustrant cette
cette réflexion critique sur la question des définitions par quelques exemples. Alors, vous voyez ici, c'est dans un petit manuel, je dis un petit manuel, un manuel pour les petites classes, avec donc un chapitre sur le groupe nominal et une partie sur l'adjectif. Et on vous dit, dans un groupe nominal, l'adjectif peut être supprimé, contrairement au déterminant et au nom. C'est plutôt vrai, hein, en général. Vous voyez, vous avez les serpents dévorent les petites souris, donc on peut supprimer les petites et on peut dire les serpents dévorent les souris. Bien. Mais, dans le même manuel, un peu plus loin, vous avez un exercice qui est celui-ci. Supprime tous les adjectifs, les phrases ont-elles encore un sens? Alors, première phrase, j'ai les yeux verts et les cheveux roux. Est-ce que vous pouvez supprimer les adjectifs? Si vous supprimez vert et roux, ça donne j'ai les yeux et les cheveux. Ça ne va pas du tout. Hein. Donc, vous voyez, ce qui était dit dans la définition juste avant, la définition de l'adjectif, hein, quasiment, enfin une propriété définitoire de l'adjectif, c'est qu'on peut le supprimer. Ben, vous mettez juste après un exercice où en fait les adjectifs ne peuvent pas être supprimés. Alors, qu'est-ce que vous voulez que les... Vous voyez, deuxième exemple, grâce au soleil, il a la peau bronzée. Alors là, il y a deux problèmes. Non seulement bronzé, alors, parce que l'auteur de l'exercice, ici, évidemment, il a visé que bronzé était l'adjectif à analyser. Mais bronzé, ici, c'est un participe passé, certes employé comme adjectif, mais c'est vraiment pas un adjectif prototypique, parce que précisément, c'est un participe passé, donc il est à la frontière entre le verbe et l'adjectif. Donc c'est typiquement le genre de choses qu'il faut éviter si on veut que les élèves ils retiennent bien ce que c'est qu'une catégorie d'adjectifs. Sinon ils vont confondre avec participe, etc. Bon, et puis par ailleurs, si on supprime bronzé, ben, ça ne marche pas. On ne peut pas dire grâce au soleil il a la peau. L'air marin lui donnait le teint frais, même chose, marin et frais ne peuvent pas être supprimés. Ou si, là le premier, l'air lui donnait le teint frais, à la rigueur on pourrait supprimer marin. Mais on ne pourrait pas avoir lui donner le teint. Et puis, préfères-tu les fruits frais ou les fruits secs? Alors, c'est sûr que si on enlève les adjectifs, ça donne une question un peu bizarre. Préfères-tu les fruits ou les fruits? Bon, c'est pas... voilà. Donc, vous voyez, c'est quand même un comble. Dans le même manuel, vous avez une définition qui vous dit l'adjectif peut être supprimé. On vous donne des exercices où on voit que les adjectifs, dans certains cas, ne peuvent pas être supprimés. Donc, faire très attention à ce qu'on dit. Il faut vraiment prendre au sérieux. C'est-à-dire... soit vous donnez cette définition, pourquoi pas, mais vous faites bien attention de ne jamais montrer des cas où ça ne marche pas. Ou alors, vous le dites plus tard dans l'apprentissage, hein, que les élèves retiennent bien que l'adjectif il est facultatif, et puis que beaucoup plus tard, ils se rendent compte que dans certains cas très particuliers, effectivement, l'adjectif ne peut pas être supprimé. Mais on ne peut pas mettre les deux choses sur le même plan, évidemment. Donc, les définitions sont moins importantes que les exemples types. Hein. Donc, on peut, bien sûr, parfois on n'a pas le choix, on les utilise, mais il ne faut pas y accorder trop d'importance. Pour le verbe, par exemple, il y a une définition très simple, c'est le mot qui se conjugue. Si les élèves, bien sûr, ont compris ce que ça signifie conjuguer, et conjuguer, ils le comprennent rapidement, parce qu'on leur dit, voilà, conjugue, je chantais, au présent, je chante, tu chantes, il chante. Donc, ils savent très bien qu'on ne peut pas faire ça avec, je sais pas, avec chaise. On ne peut pas dire je chaise, tu chaises, etc. Donc, c'est un procédé très simple pour repérer ce que c'est qu'un verbe. Bon. Et il y a comme ça des façons de définir les choses qui sont assez simples, qui suffisent. Je veux dire par là qu'il ne faut pas fétichiser les définitions grammaticales, c'est pas très important les définitions. Il faut qu'elles soient assez claires, qu'elles soient simples, mais ça n'est pas, je veux dire, ça ne sert absolument à rien dans l'enseignement de la grammaire de faire des définitions qui font 10 lignes et qui énumèrent tous les cas particuliers qui ne fonctionnent pas, etc. Ça ne va pas du tout aider aux capacités de catégorisation des élèves. Bon voilà, par exemple, donc ce qui signifie qu'il faut s'intéresser plutôt au prototype et puis au corpus, montrer beaucoup d'exemples et des exemples prototypiques. Bon voilà, un exemple vraiment très 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 simple. Vous donnez une consigne du type dans la phrase l'avion décolle, le sujet est l'avion. Dans la phrase « il décolle », le sujet est « il », trouve le sujet dans les phrases suivantes. À la limite, vous n'avez même pas besoin de définir le sujet. Enfin bon, on peut le définir en disant que c'est l'élément qui règle l'accord du verbe. Mais bon,
ici, vous donnez uniquement des structures prototypiques. Donc là, les chiens aboient, la voiture démarre, elle dort, tout ça. Là, c'est évident que les élèves vont très facilement trouver la solution à chaque fois. Mais justement, ça n'est pas un problème. C'est très bien que les élèves trouvent très facilement toutes les bonnes réponses. Il y a une sorte de vice un peu bizarre de l'enseignement de la grammaire qui consiste à produire des exercices où il y a toujours des cas compliqués qui supposent des compétences qu'aucun élève n'a et parfois même pas les professeurs. Donc il ne faut pas hésiter à proposer des exercices d'une grande simplicité qui, en fait, donnent aux élèves une forme de sécurité intellectuelle, d'une sécurité. Ils ont l'impression de savoir vraiment. Ils ne se trompent jamais. Mais pour qu'ils ne se trompent jamais, il faut bien leur donner beaucoup d'exercices dans lesquels ils vont en effet expérimenter qu'ils ne se trompent pas. Donc, ils ont bien repéré le sujet. Voilà. Donc, vous faites au début, si vous travaillez sur le sujet, par exemple, plein de phrases prototypiques qui trouvent le sujet, etc. Ils ont bien compris. Et puis, plus tard, vous prenez des cas où il y a, par exemple, une inversion du sujet, bon, qui est beaucoup plus compliqué, mais beaucoup plus tard. C'est une fois que les prototypes sont stabilisés, on peut aller voir un petit peu ce qui est moins prototypique. Bon. Donc, finalement, et là aussi, c'est un des écueils de l'apprentissage de la grammaire, une des raisons pour lesquelles, à mon avis, l'enseignement grammatical connaît un échec aussi fort, eh bien, c'est que les enseignants ne savent pas éviter les cas qui ne sont pas prototypiques. Donc, ils donnent dans des exercices des situations que leur leçon ne permet pas de résoudre. Alors, un exemple typique là, que j'avais pris dans un manuel quelconque, c'était un exercice, mais vraiment de base, sur le COD, c'était Bruno espère retrouver son chien. Alors, évidemment, pour l'auteur du manuel, il pensait, j'imagine, que l'élève devait analyser son chien comme COD de retrouver. Mais sauf que ici, la structure infinitive retrouver son chien est COD de espérer. Donc, il y a deux verbes. Donc, jamais je veux dire, c'est évidemment totalement aberrant de faire dans des niveaux élémentaires travailler le COD dans une phrase où on a deux verbes et où du coup il va y avoir deux groupes. Enfin, une complexification de la situation. C'est pas du tout prototypique. Alors ça, on peut le faire dans des niveaux beaucoup plus avancés, mais c'est pas notre objectif. Là, il est de savoir qu'est-ce qu'on doit enseigner au début. Voilà d'autres exemples avec dans des manuels, des cas qui ne sont pas prototypiques par rapport à une consigne. Donc, on vous donne une procédure d'identification du sujet. Dans la phrase, le sujet du verbe indique qui fait l'action, de quoi on parle. Le chat, donc attrape les souris, le chat est sujet. Pour trouver le sujet du verbe, on peut poser la question qui est-ce qui, qu'est-ce qui. D'accord ? Et on utilise c'est qui dans la réponse. Alors, exemple, qui est-ce qui attrape les souris ? C'est le chat qui attrape les souris. Très bien. Ok, je mets c'est qui pour isoler le sujet. Vous prenez l'exercice qui vous donne l'exemple, la poule picore. Qui est-ce qui picore ? C'est la poule qui picore. Très bien pour le crabe. Le crabe marche de travers. Qui est-ce qui marche de travers ? C'est le crabe. Mais dès la deuxième phrase, les ours bruns aiment le miel. Est-ce que vous allez dire qui est-ce qui picore ? C'est les ours bruns. Alors, ce sont les ours bruns qui picorent. Qui sont ceux qui picorent ? Vous voyez, là, ça ne marche plus. Le procédé, il ne marche plus. Dès qu'on a ce système en c'est qui, il fonctionne bien, il est facile à manipuler, uniquement si vous avez des sujets au singulier. Dès que les sujets sont au pluriel, ça oblige à compliquer le critère en disant qu'on peut dire c'est qui ou ce sont qui, et là, du coup, ça devient trop compliqué.
Et en tout cas, vous voyez, là, avec cet exercice, ça n'est pas... Donc, quel intérêt de mettre des sujets pluriels? Là, l'auteur du manuel aurait dû mettre uniquement des sujets au singulier, si son but, c'est de faire appliquer ce critère. Donc là aussi, il y a une forme d'incohérence. Un autre exemple. Copie le texte, souligne les noms, entoure les déterminants. Alors, vous voyez que vous avez cette idée que le déterminant, ça va être l'élément qui précède le nom. Donc, ça, c'est vraiment un exercice qui est pris au niveau, dans vraiment CP, CE1, je ne sais plus, quelque chose de très élémentaire. La moto roule vite, très bien, je vais souligner moto et je vais entourer là. Le motard, très bien, motard, le. Il porte un casque, très bien. Des grosses lunettes. Bon, là, ça se complique un tout petit peu parce qu'il y a un adjectif entre les deux. Bon, enfin, c'est pas grave. Des gants, ça fonctionne aussi. Un blouson de cuir. Alors là, ça se complique parce que on a blouson qui, effectivement, fonctionne avec le déterminant 1, mais il y a le cuir ici, qui est précédé. Là, vous êtes sûr que tous les élèves vont dire que de, qui est une préposition, est un déterminant. Parce que vous avez un article 0. Donc, si vous faites un exercice comme de ce type-là, pour des niveaux élémentaires, il faut vous assurer qu'il n'y a pas des cas d'article 0, parce que du coup, ça ne sera pas prototypique, encore une fois. Donc, ce qu'on peut retenir de ces premières réflexions, c'est que l'un des aspects très importants de la compétence professionnelle, si vous voulez, d'un professeur de français quand il fait un cours de grammaire, c'est d'être capable de distinguer les structures de base prototypiques des structures qui sont plus éloignées du prototype, qui sont des structures de groupes nominaux ou de structures verbales, etc., mais qui sont moins caractéristiques, moins prototypiques. Alors passons maintenant à la question du système de la langue. Quand on donne cette liste-là que je vous donnais, je rappelais tout à l'heure, on donne simplement une liste de notions, mais qui ne sont pas du tout structurées. On les a regroupées, je les ai juste regroupées entre les natures de mots, les fonctions, et puis ce qui concerne la phrase. Mais on n'a pas le système. Alors le système, ça suppose de hiérarchiser un peu les choses. Donc, ce qu'on va voir, enfin la façon dont on peut commencer à systématiser les connaissances grammaticales, c'est d'abord de partir clairement du fait que la structure de base, c'est la phrase. C'est à partir de la phrase qu'on va définir toutes les autres structures grammaticales. Ensuite, pour comprendre le fonctionnement du système de la langue, il y a un deuxième aspect extrêmement important. Un deuxième aspect extrêmement important qui est le rôle des relations d'inclusion. Alors ça, si vous avez compris ça, vous avez compris au moins 80% de la grammaire. En fait, la notion même de structure grammaticale, de structure syntaxique en particulier, renvoie à des phénomènes d'inclusion de structures dans d'autres structures. Par exemple, donc, quand vous prenez le cas de la subordination dans une phrase, quand vous avez une proposition principale, une proposition subordonnée, en fait, la subordonnée, elle est incluse dans la principale. Quand vous avez un complément du nom, par exemple de mon père dans la gloire de mon père, le complément du nom de mon père, il est inclus dans la structure groupe nominal, la gloire de mon père. Donc la chose importante, mais je vais y revenir après, c'est de bien comprendre que ce qui compte dans les structures de phrases, c'est pas du tout l'ordre linéaire, c'est pas le fait que de mon père suive la gloire. Il faut visualiser, il faut voir les structures hiérarchiques d'emboîtement. Les structures grammaticales, le groupe nominal, la phrase, etc., ce sont des sortes de boîtes à l'intérieur desquelles il y a d'autres boîtes, et à l'intérieur desquelles il y a d'autres boîtes, etc., etc. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin, évidemment, il faut comprendre la différence entre nature et fonction. Et cette différence, elle est simple. La nature, c'est la nature des mots, c'est ce qu'ils sont, voilà, des noms, des verbes, etc. Et puis la fonction, c'est tout simplement
la relation entre les éléments, entre les natures de mots, entre les types de mots. Donc l'essentiel de l'apprentissage de la grammaire, c'est, comme on l'a déjà vu, être capable d'identifier la nature et la fonction des mots. Ça aussi, il faut que les professeurs soient très clairs sur cette différence qui est quand même vraiment basique, très facile à comprendre, entre nature et fonction. Oui, on trouve très souvent, je sais pas, des élèves qui vont vous dire quelle est la nature de médecin dans Pierre est médecin, et l'élève va vous répondre il est attribut. Bon, il donne la fonction au lieu de donner la nature. Et ça c'est aberrant. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose qui devrait être impossible parce qu'il y a une différence énorme entre les deux. Tout simplement, la nature, c'est le type de mot. Hein. Donc il n'y en a que 8, on a vu. Hein. Nom, verbe, adjectif, adverbe, pour les mots lexicaux. Il n'y en a que 8. C'est quand même pas compliqué de retenir 8 natures de mots. Nom, verbe, adjectif, adverbe, pour les mots lexicaux. Et puis pour les mots grammaticaux, le déterminant, le pronom, la préposition et la conjonction. 4 mots grammaticaux, 4 types de mots lexicaux. Ça. Et les natures de mots, il n'y a rien d'autre. Après, il y a des groupes de mots. Ici, par exemple, on peut avoir un groupe nominal. Et là, un groupe verbal. Bon. Mais ce sont les natures de mots, les classes de mots, on dit aussi. Et puis les fonctions, c'est simplement le nom de la relation entre les mots. C'est pas du tout la même chose. Alors, par exemple, avant de donner un exemple, une remarque sur le fait que cette structure, là, vous voyez, qu'un élément, une nature de mot, un type de mot est en relation avec un autre. Je vous parlais tout à l'heure d'inclusion. Il y a ce phénomène qu'on appelle en linguistique de récursivité qui fait que les structures peuvent contenir d'autres structures. C'est-à-dire que là, à la place de l'élément X, vous pouvez avoir à nouveau 2 éléments qui vont être reliés par une fonction. Hein, et pareil, l'élément Y peut contenir 2 éléments reliés par une fonction. Mais quand dans la diapositive précédente, quand je vous parlais de cette notion de comprendre les emboîtements, enfin les inclusions, les relations d'inclusion dans la grammaire. Hein, attendez, je vais fermer la porte. Quand je vous parlais des relations d'inclusion dans la grammaire, c'est précisément ce genre de choses que je visais. Alors, par exemple, vous prenez ce proverbe « chat échaudé craint l'eau froide ». Donc, j'explicite peut-être le proverbe. Je ne sais pas s'il y a un proverbe équivalent en espagnol, mais bon, ça signifie échaudé, ça veut dire qu'il a reçu de l'eau chaude. Hein. Eh bien, un chat qui est reçu de l'eau chaude, il se méfie de l'eau, même si elle est froide. Donc c'est un proverbe qui signifie quand on a eu une première expérience avec quelque chose, on se méfie tout de suite, même si la chose en question est un peu différente, mais il suffit qu'elle soit similaire à ce qu'on a déjà vécu, expérimenté de désagréable pour s'en méfier. Bon, voilà. Il y a l'équivalent en espagnol ? Oui ? Il y a une phrase qui pourrait être l'équivalent, mais je ne sais pas. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Et ça, littéralement, ça signifie quoi en français ? Vaut mieux les mauvais qu'on connaît que les bons qu'on ne connaît pas. Ah oui, c'est encore autre chose. Hein. C'est une autre idée. Donc peut-être qu'il n'y a pas l'équivalent. Bref, peu importe. Je le prends surtout pour un exemple. Et dans cette structure, vous avez chat et chaudé qui sont 2 mots qui sont en relation dans cette première structure ici, donc qui va être le sujet bien sûr, et puis craint l'eau froide, X c'est craint, et l'eau froide Y. Hein. Donc la relation F, la fonction qui relie le premier grand groupe chat échaudé et le deuxième grand groupe craint l'eau froide, hein, c'est la relation sujet F ici. D'accord ? Donc vous avez 2 groupes qui sont reliés par la fonction sujet. Le sujet lui-même, il est composé de 2 éléments, chat échaudé, avec échaudé, qui est un participe passé ici, mais qui fonctionne comme épithète, de chat. Hein.
Donc, vous avez bien cette relation. Ici, f, c'est la fonction épithète. Et puis, craint l'eau froide, donc x craint y l'eau froide, qui la fonction f ici représente la fonction COD. D'accord, l'eau froide étant complément d'objet direct de craindre. Donc vous voyez, c'est ça les emboîtements. Vous avez des natures de mots, des relations, et puis ils sont inclus les uns dans les autres. Et on peut aller plus loin d'ailleurs, puisque l'eau froide, le COD, l'eau froide, il est lui-même composé de deux éléments, hein, avec l'adjectif froide, donc avec une fonction épithète qui relie eau et froide. Hein. Donc, je veux dire, on peut, il y a les niveaux d'imbrication de boîtes à l'intérieur des boîtes. Quand je parle de boîtes à l'intérieur de boîtes, c'est ça. Hein, vous voyez, la boîte sujet ici, chat échaudé, elle contient elle-même deux éléments hein, qui sont une autre structure. Alors, prenons donc des exemples où on voit une mauvaise compréhension dans les manuels de la structure de la phrase. Vous voyez, vous avez un texte, ma parole, mais c'est que je suis dans un labyrinthe. Presque en même temps, elle distingue une épaisse porte de bois sur le côté, une solide barre métallique retenue par des crochets, la ferme en travers. Au même instant, le bruit étouffé d'un sanglot lui parvient, très proche, Cheng murmure-t-elle. Alors, observe les groupes nominaux en gras. Quels mots sont placés avant les noms? Qu'indiquent ces mots sur les noms qui suivent? Donc on voit que l'objectif ici, c'est de travailler sur les déterminants. Hein. Bon, d'ailleurs, c'est dans le titre. Je lis, je réfléchis, donc c'est ce qu'on appelle l'observation réfléchie de la langue. Hein, on observe un petit peu des choses. Donc, ma parole, très bien, pas de problème. Hein, on va observer qu'il y a le déterminant ma, qui est déterminant possessif. Je suis dans un labyrinthe, ça marche bien. Retenu par des crochets, le groupe nominal fonctionne très bien aussi. En revanche, ici, au même instant, le bruit étouffé d'un sanglot lui parvient très proche. Et on a le bruit qui est en gras comme groupe nominal. Ben là, c'est tout bêtement une erreur d'analyse complète. Hein. Le groupe nominal, c'est le bruit étouffé d'un sanglot. Il va jusque-là, le groupe nominal. Hein. Et on a ici un déterminant, un nom, et puis ici, étouffé d'un sanglot, une expansion nominale, ce qu'on verra comme étant une expansion nominale. Donc on comprend que on comprend qu'elle a évité, par exemple, il ou elle, l'auteur du manuel a évité une solide barre métallique, parce que le nom barre est séparé du déterminant par une. On comprend aussi, parce qu'il y avait d'autres noms avec des déterminants, hein, une épaisse porte de bois, elle a pas retenu porte parce qu'il y avait épaisse qui était séparée du déterminant. Hein, puisqu'elle a donné comme consigne quels mots sont placés avant les noms. Donc ça, c'est assez judicieux d'avoir évité... mais enfin bon, en même temps, comme cet exemple, c'est un texte... Un élève un peu futé va tout de suite remarquer que ça marche pour certains noms, hein, que le mot juste avant c'est le déterminant, mais on voit bien que pour beaucoup d'autres noms ça ne fonctionne pas. Les textes sont très rarement des bons supports pour illustrer des notions grammaticales ou pour faire découvrir des notions grammaticales. Il vaut mieux donner un corpus de phrases que vous récupérez ou que vous inventez vous-même et qui sont faites qui sont totalement adaptées à la question ou à la notion que vous étudiez, plutôt que choisir un texte où vous allez avoir les 3/4 des occurrences qui vont introduire des paramètres un peu parasites, quoi. Mais ça c'est une vieille habitude hein, de prendre des textes, on ne voit pas pourquoi ce serait mieux. En fait, il est préférable d'utiliser des corpus. Donc, le bruit étouffé d'un sanglot, ça ne marche pas du tout. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas... vous voyez, là, l'auteur du manuel n'a pas compris la structure de la phrase. Il ne sait pas ce qu'est la structure de la phrase. Autre exemple du même genre, hein, pour vous dire que c'est courant. Recopie les groupes de mots en couleur dans la colonne qui convient. Bon, alors, vous voyez, le tiroir, la table, le garçon, un grain. Donc, petit mot, mot qui désigne une personne. Donc là aussi, c'est sur les déterminants, d'accord ? Et puis mot qui désigne une chose. Donc alors ça, déjà, le fait que le nom désigne une personne ou une chose,
dans l'analyse grammaticale, on s'en moque complètement, c'est pas du tout pertinent. Hein. Je veux dire, que ce soit le garçon ou que ce soit la table, déterminant plus non. En l'occurrence ici, le fait qu'il y ait un animé et un non animé ne joue absolument aucun rôle. Donc déjà, ça c'est pas très pertinent. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que ici, vous voyez, le tiroir de la table, de la cuisine, le tiroir est isolé comme un groupe nominal, comme indépendant de la table. Pareil pour un grain, qui serait un groupe nominal indépendant par rapport à 2 riz. Alors que, bien évidemment, pour le tiroir de la table de la cuisine, on a tiroir, d'abord le groupe nominal, c'est tout l'ensemble, le tiroir de la table de la cuisine, et puis on a tiroir, qui est le nom noyau du groupe nominal, qui a pour complément du nom de la table de la cuisine. Et ensuite, dans de la table de la cuisine, on a de la cuisine qui est complément du nom table. Donc vous voyez qu'on a, encore une fois, des boîtes dans des boîtes. Vous avez la boîte groupe nominal, qui contient le déterminant plus l'ensemble formé par le nom et ses expansions. Dans cette deuxième boîte, le nom et les expansions, vous avez le nom plus une troisième boîte qui contient toute l'expansion de la table de la cuisine, à l'intérieur de laquelle vous allez avoir la boîte de la cuisine, etc. etc. Hein. Donc, pensez poupée russe, sauf que les poupées russes, c'est à chaque fois la même. Là, c'est différent. Ce sont des boîtes qui contiennent plusieurs éléments. Mais je donne cette métaphore de la boîte parce que je trouve qu'elle dit bien cette notion d'imbrication. Un autre exemple qui montre dans un manuel la confusion entre la fonction d'un mot et la fonction d'un groupe de mots. Alors, voyez, dans quelle phrase le nom en bleu est-il sujet du verbe? Alors, le nom en bleu, ici, ce qui est en bleu, ce n'est pas un nom, c'est un groupe nominal. Ça paraît peut-être vu de loin pas très grave, hein, mais si, c'est quand même un vrai problème. C'est pas sérieux de confondre à ce point-là ces deux structures qui sont différentes, parce qu'on va définir le groupe nominal à partir du nom. Donc si on commence à confondre nom et groupe nominal, on n'y comprend plus rien. Et puis vous avez l'erreur inverse dans le deuxième exercice. Recopie les phrases où le nom baleine est sujet du verbe. Ben, en fait, le sujet du verbe, c'est toujours le groupe nominal, c'est jamais le nom tout seul. Le sujet de plonge, c'est la baleine, c'est pas baleine. Hein? Bon, donc, vous voyez, là, c'est typiquement un exemple de confusion entre la fonction d'un mot et d'un groupe de mots. Là aussi, un autre exemple. Encore une fois, vous voyez, pour des choses toutes simples, hein, qui portent sur les déterminants, qu'on n'appelle même pas déterminants ici, dans les niveaux élémentaires, on dit petit mot qui est juste devant chaque mot en couleur. Hein. On pourrait dire, voilà, qui est au moins devant chaque nom. Parce que ça, c'est quand même un nom, c'est facile à reconnaître. Bon, ma trompe, ça marche, mais de l'eau. Avec ma trompe, j'aspire de l'eau. Là, le problème, là, c'est que la personne qui a fait le manuel n'a pas vu que de l'eau, le déterminant, c'est de et l'apostrophe, c'est un partitif. Alors évidemment que tous les élèves, peut-être même l'auteur du manuel, croient que le déterminant, c'est l'eau. Mais en fait, le déterminant, c'est clair, c'est de l'eau. Donc là, évidemment, c'est encore une fois quelque chose de pas prototypique du tout, et où l'auteur n'a pas vu que c'est un groupe de mots qui est en jeu ici, et qui correspond à une catégorie. Donc, pardon. Ce qui est important dans ce genre d'analyse, c'est bien de percevoir ces emboîtements hiérarchiques et surtout de ne pas voir une phrase comme une suite linéaire de mots. C'est pas du tout ça une phrase. Hein. Une phrase, c'est pas un mot après un autre. Une phrase, c'est un groupe de mots qui contient d'autres groupes de mots. Si vous comprenez ça, vous comprenez l'esprit général de ce qu'est la syntaxe du français. Une phrase, c'est un groupe de mots qui contient d'autres groupes de mots. Et tout l'enjeu, c'est d'être capable de repérer les bons groupes et de voir qu'est-ce qui est inclus dans quoi. D'où
l'importance de l'analyse des constituants, y compris les groupes. Hein. Ce qu'on analyse, la fonction, par exemple tout à l'heure on a vu la fonction sujet, c'est rarement un nom tout seul. Bon, ça peut l'être quand c'est un nom propre, il n'y a pas de déterminant. Ici par exemple il y a un nom isolé parce que c'est un proverbe. Mais ce qui est important, c'est de privilégier donc l'analyse des groupes de mots plutôt que l'analyse des mots. Hein. D'ailleurs, ce genre d'analyse présente aussi un intérêt quand il y a des problèmes d'accord. Par exemple, vous prenez les cloches sonnent, la cloche sonne. Bon, à part la variation du déterminant, les là, du point de vue phonétique, on entend la même chose, que ce soit au singulier ou au pluriel. Cloche sonne, hein, on entend la même chose. Ça, l'accord ENT et le pluriel S ces accords n'ont pas de contrepartie phonologique. Alors, si vous dites dans les cloches sonnent, le sujet c'est cloche. Ben, vous ne faites pas percevoir, disons, vous ratez une occasion de faire percevoir que le sujet est pluriel. Alors que si vous dites, ce qui est évidemment infiniment préférable, parce que ce n'est pas faux, que le sujet, c'est le groupe nominal les cloches, ben là on entend tout de suite le pluriel. Le sujet, c'est les cloches, c'est pas la cloche. Bon, c'est un avantage, si vous voulez, un peu périphérique, mais ça reste malgré tout un avantage de ce genre d'analyse. Bien, alors, à partir de... Donc la semaine prochaine, on commencera à travailler sur la hiérarchie des fonctions. Donc maintenant qu'on a compris le principe de base qui est que donc on a des structures, qu'une phrase, c'est donc une structure à l'intérieur de laquelle sont incluses d'autres structures. On commencera à travailler d'une manière, disons, définitive. Là, on va en terminer avec les généralités. Et à partir de la semaine prochaine, on va commencer l'analyse réelle et effective de la phrase et donc ce que vous devez vous-même ensuite enseigner, avec cette structure où la phrase est composée d'un groupe sujet, d'un groupe verbal et d'un groupe circonstanciel. Et vous voyez, on aura là ces trois structures. Donc comprendre ce que c'est qu'une phrase, c'est comprendre qu'une phrase, elle contient ces trois constituants, ces trois boîtes. Hein, c'est ce premier point là qu'il faut déjà bien comprendre avant d'aller plus loin. Donc à partir de la semaine prochaine, à chaque séance, on fera des exercices pour s'entraîner à repérer les choses. Là, j'ai fait 2 premiers cours avec simplement du cours magistral, mais à partir donc de la semaine prochaine, on commencera à travailler en utilisant aussi des exercices. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare? Oui? Une question, quand vous avez dit que pour faire de l'enseignement de la grammaire, vous utilisez justement des phrases prototypiques. Et pas utiliser un peu plus. Où est-ce que ça se place par rapport à la nécessité, l'intérêt d'utiliser des documents authentiques? D'utiliser Des documents authentiques. Ah ben justement, c'est un peu contradictoire. Hein. C'est-à-dire que le document authentique, il est utile pour des questions, si vous voulez, d'apprentissage global, de perception, de communication, etc. Mais effectivement, pour l'enseignement de la grammaire, à partir du moment où vous reconnaissez, où vous admettez l'idée qu'il y a qu'un enseignement isolé, autonome de la grammaire est justifié, vous renoncez au document authentique. Hein. C'est ingérable, c'est beaucoup trop compliqué. Ça ne sert absolument à rien de perdre du temps à essayer d'adapter des documents authentiques qui ne contiendront jamais les structures prototypiques utiles. Mais j'y reviendrai un petit peu la semaine prochaine pour conclure de manière générale sur ce point. En effet, c'est un point essentiel de savoir soit
filtrer les documents authentiques pour retenir uniquement ce qui est analysable, soit on produit du matériau qui n'est pas authentique, mais ça n'a aucune importance parce que le but, c'est de faire comprendre les structurations grammaticales. Avec ce pari, je répète, que cette capacité métalinguistique, cette perception nouvelle qu'on va avoir sur la langue, d'ailleurs vous-même vous allez en sentir le bénéfice, je dis ça surtout pour les étudiantes espagnoles et les étudiants espagnols, c'est que avec cet apprentissage de la grammaire, vous allez voir le français différemment petit à petit. Ça va vous faire mieux comprendre beaucoup de choses et ça va vous aider à faire un bond dans votre apprentissage du français. Je pense que vous allez pouvoir l'expérimenter. Mais donc c'est ça le pari, c'est que cet enseignement grammatical qui a l'air d'être complètement décroché de capacité communicative, enfin, qu'il est effectivement complètement décroché de capacité communicative, il a un intérêt cognitif qui est le développement de cette attitude métalinguistique. Et le développement de cette attitude métalinguistique va avoir ensuite des contreparties dans les compétences linguistiques générales. C'est un peu ça l'idée. Donc du coup, c'est pas grave si on n'utilise pas des documents authentiques dans cette situation-là de l'enseignement de la grammaire. Ça n'enlève rien à l'intérêt des documents authentiques pour d'autres choses. Très bien, eh bien merci de votre attention et donc à la semaine prochaine.